À mon mariage, j'ai vu ma belle-mère glisser un comprimé dans ma coupe pendant que personne ne regardait. Elle pensait que j'allais boire, mais j'ai échangé nos verres. Quand elle a levé sa coupe pour trinquer, j'ai souri. C'est là que le vrai cauchemar a commencé. Avant de plonger dans les détails de cette journée qui a changé ma vie, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous regardez cette vidéo, et quelle heure il est chez vous. C'est incroyable de savoir que notre communauté s'étend partout dans le monde. Mon histoire commence par un matin qui aurait dû être le plus beau de ma vie. Je m'appelle Apolline, j'ai 28 ans, et ce jour-là, la lumière dorée de la Bourgogne filtrait à travers les grandes fenêtres d'un magnifique domaine viticole, promettant une journée parfaite. J'étais sur le point d'épouser Maxence, un architecte talentueux, doux et passionné, l'homme qui, depuis 3 ans, avait transformé mon monde. Ma mère, les yeux embués de larmes, ajustait le voile sur ma robe en dentelle ivoire. Ma meilleure amie et témoin, Faustine, rayonnait à mes côtés, partageant chaque once de mon bonheur. L'air était empli de l'odeur des roses blanches et de la promesse d'un avenir radieux. C'était un tableau parfait, une carte postale de félicité. Notre amour, celui de Maxence et moi, était une évidence. Une rencontre simple, une connexion immédiate, 3 années de complicité et de soutien mutuel. Il était mon roc, mon havre de paix. Mais nos familles étaient 2 continents séparés par un océan de différence. La mienne était une famille aimante, unie, parfois un peu bruyante, mais où les sentiments s'exprimaient librement. La sienne, la famille Ashford, était un monument de prestige et de retenue. Son père, Hervé, était un homme d'affaires influent, toujours impeccable dans ses costumes taillés sur mesure, mais dont la poignée de main était aussi froide que son regard. Pour lui, tout était question de statut, de connexion, de réputation. Le jeune frère de Maxence, Augustin, un garçon de 19 ans au regard sensible, semblait naviguer dans ce monde avec une timidité qui frisait la peur, particulièrement en présence de sa mère. Et puis, il y avait Béatrice. Ma future belle-mère. Dès notre première rencontre, j'avais senti une dissonance. En surface, elle était l'image même de la sophistication, une élégance intemporelle, une culture étendue, un sourire parfaitement maîtrisé. Mais derrière cette façade se cachait quelque chose de dur, de glacial. Ses yeux ne souriaient jamais. Il m'analysait, me pesait, me jugeait. En tant qu'enseignante en école primaire, j'exerçais une profession qu'elle qualifiait de « noble et charmante », un compliment empoisonné qui me rabaissait subtilement. Ma famille, des gens de la classe moyenne, travailleurs et honnêtes, était à ses yeux authentique, un adjectif qui, dans sa bouche, sonnait comme une insulte. Je n'étais pas dupe. J'avais senti les innombrables, petites coupures, ces remarques acerbes déguisées en observations anodines. Mais j'aimais Maxence. J'aimais l'homme qu'il était, malgré l'environnement dans lequel il avait grandi. Alors, je prenais sur moi. Je me disais qu'elle n'était qu'une mère anxieuse, craignant de perdre son fils aîné au profit d'une femme qu'elle jugeait indigne de leur rang. Je me souviens encore avec une clarté douloureuse de ce dîner, 2 ans plus tôt, où elle m'avait demandé, devant tous ses amis fortunés, dans quelle université j'avais étudié. Lorsque j'ai mentionné ma faculté publique de province, elle avait eu ce petit sourire en coin avant de déclarer « C'est tout à fait admirable. Il faut tant de courage pour s'élever au-dessus de sa condition. » J'avais senti le rouge me monter aux joues, humilié, tandis que Maxence, aveugle à la subtilité du venin, m'avait serré la main, fier de moi. La cérémonie religieuse fut un moment de grâce suspendu dans le temps. En marchant vers l'autel au bras de mon père, je n'avais Dieu que pour Maxence. Son regard intense et aimant a balayé toutes mes appréhensions. Nous nous sommes dit oui, et j'ai cru, l'espace d'un instant, que cet amour serait un bouclier suffisant contre tout. Mais la réception qui a suivi a vite dissipé cette illusion. Alors que les invités riaient et dansaient, j'ai surpris le regard de Béatrice posé sur moi. Ce n'était pas un regard bienveillant. C'était un regard prédateur, celui d'une stratège qui attend le moment opportun pour frapper. Un frisson désagréable m'a parcouru l'échine. Prétextant une retouche maquillage, je me suis éclipsée vers la suite nuptiale avec Faustine. Mais en quittant la salle, une voix intérieure, une intuition puissante, m'a hurlé que je commettais une erreur, que je n'aurais jamais dû laisser ma coupe de champagne sans surveillance. Lorsque nous sommes revenus dans la salle de réception, l'ambiance avait changé.
Le DJ venait d'annoncer le début des discours, et les invités se pressaient pour trouver leur place. C'est à cet instant précis que mon regard a été attiré par une silhouette solitaire près de la table d'honneur. C'était Béatrice. Elle se tenait là, le dos tourné à la majorité de la salle, croyant sans doute que personne ne la remarquait dans l'agitation générale. Mais moi, depuis l'entrée, j'avais une vue parfaite. Mon cœur s'est glacé. Son bras était tendu, et sa main, ornée d'une bague scintillante, planait dangereusement au-dessus de ma coupe de champagne. Le temps a semblé s'arrêter. Tout autour de moi, les sons se sont estompés, les rires et les conversations se sont transformés en un bourdonnement lointain. Mon univers s'est rétréci à cette scène, à ce geste suspendu dans le temps. 3 secondes. C'est tout ce que ça a duré. 3 secondes qui ont fait basculer ma vie dans un cauchemar. J'ai vu sa main s'ouvrir. Un minuscule point blanc, un comprimé, est tombé de ses doigts et a plongé dans le liquide doré. Il a effervescé brièvement avant de disparaître, ne laissant aucune autre trace que le poison qu'il contenait. Elle a retiré sa main avec une lenteur calculée, a jeté un dernier regard furtif autour d'elle, puis s'est détournée. Un sourire presque imperceptible, un rictus de triomphe, flottait sur ses lèvres alors qu'elle rejoignait sa place comme si de rien n'était. Le choc m'a laissé paralysée, incapable de respirer. Mon cerveau refusait d'accepter ce que mes yeux venaient de voir. C'était trop monstrueux, trop diabolique pour être réel. Puis la réalité m'a frappé avec la violence d'un coup de poing. C'était ma coupe. J'en étais absolument certaine. Je l'avais moi-même posée là, juste à côté du petit carton chevalet où mon nom, Apolline, était élégamment calligraphié. La douleur a suivi, une douleur si intense qu'elle m'a coupé le souffle. Ce n'était pas seulement de la haine qu'elle éprouvait pour moi. C'était un désir de destruction. Elle était prête à gâcher le mariage de son propre fils, à risquer ma santé, peut-être pire, juste pour se débarrasser de moi. La colère a alors surgi, une vague brûlante qui a balayé la peur. Non. Je ne la laisserai pas faire. Je ne serai pas sa victime. Pendant une seconde, l'idée de hurler, de l'exposer devant tous, m'a traversé l'esprit. Mais j'ai tout de suite compris que ce serait une erreur. Sans preuve, je passerais pour une épouse hystérique et paranoïaque. On mettrait ça sur le compte du stress. Elle s'en sortirait en jouant les belles-mères outragées et inquiètes. Elle aurait gagné. Le DJ a de nouveau pris la parole, sa voix joviale contrastant violemment avec la tempête qui faisait rage en moi. Mesdames et messieurs, veuillez prendre place, les discours vont commencer. Il ne me restait que quelques secondes. Guidée par une adrénaline glaciale, j'ai commencé à avancer. J'ai forcé un sourire sur mon visage, j'ai salué quelques invités de la tête. Chaque pas vers la table d'honneur était un effort surhumain. Mon cœur battait si fort dans ma poitrine que j'avais l'impression que tout le monde pouvait l'entendre. J'ai atteint la table. Ma coupe, la 3e en partant de la gauche. La sienne, à l'opposé, à côté de celle d'Hervé. Mon plan s'est formé dans mon esprit, clair et tranchant. Faisant semblant de chercher ma place, j'ai laissé ma main effleurer ma coupe, puis celle de Béatrice. D'un mouvement fluide, presque chorégraphié par la panique, je les ai saisies toutes les deux. Et je les ai inversées. J'ai déposé la coupe empoisonnée devant le carton, Béatrice, et j'ai ramené la sienne, la coupe saine, devant le mien. Mes mains tremblaient de façon incontrôlable. À peine avais-je regagné ma chaise que mon père s'est levé pour son discours, suivi de ma mère. Leurs mots d'amour et de fierté me parvenaient de loin. Puis ce fut le tour de Maxence. Il s'est levé, si beau, si inconscient du drame qui se jouait. Il a parlé de notre rencontre, de notre amour, de notre avenir. Et à côté de lui, sa mère s'est levée à son tour, le visage rayonnant d'une fausse émotion. Elle a levé sa coupe, celle qui contenait le poison qu'elle m'avait destiné. J'ai croisé son regard par-dessus le cristal. Elle m'a souri. J'ai soutenu son regard, lentement, j'ai souri en retour. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien fait pour l'arrêter. Je voulais qu'elle boive. Je voulais que le monde entier voie enfin le monstre qui se cachait derrière le masque. Béatrice a porté la coupe à ses lèvres et a bu une longue gorgée, les yeux pétillants de malice. Elle a ensuite trinqué à notre bonheur, un geste d'une ironie macabre.
En reposant son verre, son regard a de nouveau croisé le mien, et elle m'a fait un clin d'œil presque imperceptible, un signe de victoire secret. J'ai senti une nausée me monter à la gorge. Le toast s'est terminé sous les applaudissements. Tout le monde a bu, y compris moi, mais j'ai à peine mouillé mes lèvres avec le champagne inoffensif. Les minutes qui ont suivi ont été les plus longues de ma vie. Je l'observais, chaque muscle de mon corps tendu à l'extrême. Au début, rien. Absolument rien. Béatrice discutait avec son voisin de table, riait de façon contrôlée. Une sueur froide a perlé sur mon front. Et si je m'étais trompée? Et si ce n'était qu'un simple cachet d'aspirine qu'elle avait fait tomber par erreur? L'idée d'avoir orchestré un échange de verres pour rien, de passer pour une folle paranoïaque, m'a terrifiée. J'allais peut-être devoir m'excuser. Mais ensuite, le changement a commencé. Ce fut d'abord subtil. Un léger flottement dans son regard, comme si elle avait du mal à suivre la conversation. Elle a cligné des yeux plusieurs fois, puis a secoué la tête, un petit rire nerveux lui échappant. Hervé lui a demandé si tout allait bien. Je n'ai jamais été mieux, a-t-elle répondu, sa voix un peu trop forte, ses consonnes légèrement empâtées. Le vernis de la perfection commençait à se craqueler. Le DJ, suivant le programme, a alors annoncé notre première danse. Mais avant que Maxence et moi ayons pu nous lever, Béatrice a bondi de sa chaise. « Oh, j'adore cette chanson », a-t-elle crié, alors qu'il s'agissait d'une ballade moderne qu'elle avait elle-même qualifiée de « vulgaire » quelques semaines plus tôt. Elle a enlevé ses talons hauts avec un geste brusque et s'est précipitée sur la piste de danse. Seule. Sa danse était une parodie grotesque. Elle se déhanchait sans rythme, les bras en l'air, la tête renversée en arrière, dans une sorte de transe frénétique. Un silence de mort s'est installé dans la salle, seulement perturbé par la musique et les éclats de rire de plus en plus stridents de Béatrice. Le visage de Maxence était un masque d'incompréhension et de honte. « Mais qu'est-ce qu'elle fait » a-t-il murmuré, horrifié. Hervé, le visage cramoisi, s'est levé pour tenter de la maîtriser, mais elle l'a repoussé avec une force surprenante. « Laissez-moi m'amuser » a-t-elle hurlé. Le spectacle a atteint son apogée lorsqu'elle a quitté la piste de danse pour se diriger, en titubant, vers la table des desserts. Là, trônait notre pièce montée, une magnifique sculpture de 5 étages, le fruit de semaines de travail du pâtissier. « Maman, non » a supplié Maxence, sa voix se brisant. Mais il était trop tard. Arrivée devant le gâteau, elle l'a observé avec des yeux exorbités. « C'est si. » Elle n'a pas fini sa phrase. Au lieu de ça, elle a plongé sa main dans l'étage du bas, en a arraché un énorme morceau qu'elle a porté à sa bouche. Le glaçage blanc a maculé son visage, son rouge à lèvres parfait. Puis, dans un geste de folie pure, elle a commencé à lancer des morceaux de gâteau dans la salle. Un projectile a atteint en pleine tête l'un des plus vieux et plus respectés clients d'Hervé, un homme qui détestait le scandale plus que tout. Ce fut le signal du chaos total. Des femmes criaient. Des invités se levaient, certains pour aider, d'autres pour s'éloigner de la zone de tir. Et partout, les flashs des téléphones portables crépitaient, immortalisant la chute de la grande Béatrice Ashford. Sa dignité, sa réputation, tout ce qu'elle avait passé sa vie à construire, était en train d'être réduit en miettes, en direct, devant 300 témoins. Finalement, elle s'est effondrée, tombant lourdement au milieu des débris de notre gâteau de mariage. Sa robe de créateur était ruinée, son chignon s'était défait, et elle riait encore, mais plus faiblement, ses yeux se révulsant dans leurs orbites. Quelqu'un avait appelé les secours. Les sirènes se sont rapprochées, stridentes, sonnant le glas de notre réception de mariage. Alors que les ambulanciers l'emmenaient sur un brancard, mon regard a croisé celui de Maxence. Il y avait une telle détresse dans ses yeux que mon sentiment de triomphe s'est mué en une boule d'angoisse. J'avais gagné, mais à quel prix ? L'atmosphère de la salle d'attente des urgences était glaciale, aseptisée, à des années-lumière de la chaleur et de la joie qui auraient dû caractériser ma nuit de noces. J'étais assise sur une chaise en plastique inconfortable, ma robe de mariée, autrefois immaculée, maintenant froissée et tachée. Le silence entre nous était lourd, épais, seulement brisé par les bips réguliers des machines médicales au loin et les pas nerveux de mon père qui arpentait le couloir. Ma mère me tenait la main,
mais même sa présence réconfortante ne parvenait pas à apaiser le tourbillon dans mon ventre. En face, Hervé avait le visage fermé, impénétrable, tandis qu'Augustin fixait le sol, l'air complètement perdu. Maxence, mon mari depuis quelques heures à peine, était assis à côté de moi, mais un fossé semblait nous séparer. Il ne me regardait pas, son corps était rigide, son esprit visiblement ailleurs. Après ce qui a semblé une éternité, un médecin en blouse blanche est entré dans la salle. La famille de Madame Ashford ? Nous nous sommes tous levés d'un seul homme. Elle est stable, a-t-il commencé. Nous lui avons administré un traitement pour contrer les effets de la substance. L'analyse toxicologique est formelle, elle a ingéré une dose très importante de diazépam, un sédatif puissant de la famille des benzodiazépines. Hervé a froncé les sourcils. Du diazépam ? C'est impossible. Ma femme ne prend aucun traitement de ce type. Le médecin a noté quelque chose sur son dossier. C'est une substance qui ne peut être obtenue que sur ordonnance. Est-il possible qu'elle en ait pris accidentellement ? Ou que quelqu'un lui en ait administré à son insu, par exemple en le mettant dans sa boisson ? Le mot « boisson » a résonné dans le silence. Tous les regards, y compris celui de Maxence, se sont tournés vers moi. Je savais que je ne pouvais plus reculer. Ma gorge était sèche, mais j'ai puisé dans mes dernières réserves de courage. C'est moi, ai-je commencé, ma voix à peine plus qu'un murmure. Puis, plus fort, enfin, ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais je sais ce qui s'est passé. J'ai vu Béatrice. J'ai vu Béatrice mettre quelque chose dans ma coupe de champagne. Hervé a fait un pas vers moi, le visage déformé par l'incrédulité et la fureur. Qu'est-ce que vous racontez ? C'est une accusation abominable. J'ai ignoré mon beau-père et j'ai cherché le regard de Maxence. Maxence, je t'en prie, crois-moi. J'ai vu un comprimé. Elle l'a laissé tomber dans mon verre quand personne ne regardait. Je ne savais pas quoi faire. J'ai paniqué. Alors, j'ai échangé nos verres. Le visage de mon mari s'est décomposé. Ce n'était pas de la colère que je lisais dans ses yeux, mais une douleur profonde, une confusion totale. Il était déchiré. « Apolline, non, tu ne peux pas être sérieuse » a-t-il balbutié. « Maman, elle peut être compliquée, je sais. Elle peut être dure. Mais faire une chose pareille ? C'est un monstre qui ferait ça, pas ma mère. Tu es sûre ? Avec le stress, l'émotion, tu n'as pas pu mal interpréter ? Ces mots, bien que prononcés avec douceur, m'ont transpercé le cœur. Il ne me traitait pas de menteuse, non. Pire, il me traitait comme une enfant fragile, une femme dont le jugement n'était pas fiable. Il préférait croire que j'étais victime d'une hallucination plutôt que d'accepter la monstrueuse vérité sur sa mère. Si vous aviez été à ma place, qu'auriez-vous fait ? Auriez-vous gardé le secret pour tenter de sauver les apparences, ou auriez-vous risqué votre mariage pour la vérité ? Dites-le-moi dans les commentaires, votre opinion m'intéresse vraiment. Hervé, lui, n'avait pas de tels scrupules. Assez, a-t-il tonné. Je refuse d'entendre de telles calomnies. Vous accusez ma femme, qui est à l'hôpital, pour couvrir votre propre instabilité. Maxence a levé une main, l'air épuisé. S'il vous plaît, arrêtez. J'ai besoin de temps. Il m'a regardé une dernière fois, et dans ses yeux, j'ai vu le mur se construire. Le mur de la loyauté familiale, le mur du déni. Je vais chez Thomas pour quelques jours, a-t-il dit d'une voix blanche. Puis il s'est retourné et est parti, sans un autre mot, sans un regard en arrière. Il m'abandonnait. Le soir de notre mariage, il choisissait sa mère, même face à l'évidence. Le poison avait fait son effet, mais pas celui que Béatrice avait prévu, il venait de détruire notre mariage avant même qu'il ait commencé. Les jours qui ont suivi le mariage ont été un supplice. Je suis retournée seule dans notre appartement, qui aurait dû être le nid de notre amour naissant et qui était maintenant une prison silencieuse, remplie des fantômes de nos promesses brisées. Maxence ne donnait aucune nouvelle. Chaque sonnerie de téléphone me faisait sursauter, mais ce n'était jamais lui. C'était Faustine, mes parents, des amis qui appelaient, inquiets, mais je n'avais pas la force de leur parler. Je passais mes journées en pyjama, à regarder les vidéos de notre mariage fiasco tournées en boucle sur les chaînes d'information et les réseaux sociaux. J'étais devenue, malgré moi,
la mariée au mariage de l'enfer. La police, cependant, ne m'avait pas oublié. J'ai été convoqué pour un interrogatoire officiel au commissariat. J'y suis allé, le cœur lourd, et j'ai raconté mon histoire en détail à une inspectrice qui semblait, du moins en apparence, me prendre au sérieux. J'ai insisté sur les caméras de sécurité du domaine. C'était ma seule carte, mon unique espoir de prouver que je n'étais pas folle. Pendant ce temps, Béatrice, remise de sa mésaventure, n'est pas restée inactive. Libérée sous caution, elle a compris que la bataille juridique serait difficile, surtout si les vidéos existaient. Alors, elle a décidé de déplacer le combat sur un autre terrain, celui de ma réputation. Elle a choisi de m'attaquer là où ça ferait le plus mal, là où elle pourrait causer des dommages irréparables, ma carrière. Sa méthode fut d'une perversité redoutable. Elle a pris contact avec une de mes collègues, Amandine. Je savais qu'Amandine m'enviait. Elle convoitait mon poste, ma bonne relation avec les élèves et leurs parents. C'était la cible parfaite. Béatrice l'a invitée à déjeuner dans un restaurant chic, l'a flattée, l'a écoutée se plaindre, puis lui a servi une histoire tragique, conçue sur mesure pour être crue et propagée. Elle a inventé de toutes pièces une fausse couche que j'aurais subie quelques mois auparavant. Un drame secret qui m'aurait, selon elle, plongé dans une profonde dépression. Elle a ajouté des détails sordides sur ma prétendue consommation d'alcool, sur des anxiolytiques que je prendrais en cachette. Sa conclusion était implacable, j'étais une femme psychologiquement fragile, au bord de la rupture, qui avait probablement mis elle-même quelque chose dans son verre avant de sombrer dans une crise de paranoïa et de l'accuser, elle, sa bienveillante belle-mère. Amandine a mordu à l'hameçon. Rentrée à l'école, elle est devenue le porte-voix de ce mensonge. Elle en a parlé, en confidence, à d'autres professeurs, à des parents d'élèves influents, exprimant sa profonde inquiétude, pour moi, et bien sûr, pour la sécurité des enfants. La rumeur s'est répandue comme un poison. Bientôt, les chuchotements dans les couloirs et les regards en coin sont devenus mon quotidien. Le coup de grâce est venu de ma directrice. Elle m'a convoqué dans son bureau, le visage fermé. Apolline, a-t-elle commencé avec une fausse sollicitude, plusieurs parents m'ont fait part de leurs préoccupations. Compte tenu du scandale médiatique, de votre état émotionnel actuel, je pense qu'il serait sage que vous preniez un congé. Pour vous reposer. Pour le bien de l'école. J'étais licenciée, de la manière la plus hypocrite qui soit. On ne m'accusait de rien, on me mettait simplement à l'écart, comme un élément perturbateur. J'ai reçu des emails, certains anonymes, de parents se disant choqués qu'une personne aussi instable ait pu être en charge de leurs enfants. Béatrice avait réussi. Elle était en train de me détruire socialement et professionnellement. J'avais perdu mon mari, ma dignité, et maintenant mon travail. J'étais seule, piégée, avec pour unique espoir une bande vidéo. Mais même si elle prouvait mon innocence, comment réparer les dégâts déjà causés? Comment regagner la confiance perdue? Comment effacer les mensonges qui collaient maintenant à mon nom comme une seconde peau? L'appel de l'inspectrice a retenti dans mon appartement silencieux comme un coup de tonnerre. Sa voix était neutre, professionnelle. Nous avons visionné les enregistrements du domaine. Nous souhaiterions que vous veniez les consulter cet après-midi. Votre mari, Monsieur Ashford, et votre beau-père, ont également été convoqués. Mon souffle s'est coupé. C'était le jour du jugement. Le jour où tout allait basculer, dans un sens ou dans l'autre. En entrant dans la petite salle de visionnage du commissariat, j'ai senti le poids de l'hostilité. Hervé était assis, droit comme un i, son visage une forteresse de dédain. Maxence était à côté de lui, mais il semblait à des kilomètres. Il fixait le mur, le visage pâle, la mâchoire serrée. Il ne m'a pas jeté un seul regard. Pour eux, j'étais l'accusé, la source de leur humiliation. L'inspectrice a lancé la vidéo sans préambule. L'écran s'est allumé, montrant une image claire, nette, de la table d'honneur, filmée depuis un angle en hauteur. La salle était presque vide à ce moment-là. Puis, Béatrice est apparue à l'écran. J'ai vu Maxence se raidir à côté de moi. La séquence était accablante de clarté. On la voyait s'approcher, son regard balayant la pièce. On la voyait se pencher pour lire les cartons nominatifs, s'assurant de ne pas se tromper de cible. On la voyait sortir le petit objet blanc de son sac à main.
On la voyait, sans l'ombre d'un doute, le laisser tomber dans la troisième coupe en partant de la gauche. La mienne. Puis, on la voyait s'éloigner avec ce petit sourire satisfait que je n'oublierai jamais. La vidéo a continué. 2 minutes plus tard, on me voyait arriver, le visage anxieux. On me voyait hésiter, puis, d'un geste rapide, échanger les 2 coupes. L'inspectrice a appuyé sur pause. L'image de mon geste, figée sur l'écran, était la preuve irréfutable de mon histoire. Un silence de mort a rempli la pièce. Le premier à réagir fut Hervé. Il n'a pas explosé de colère. Il s'est simplement affaissé sur sa chaise, comme si on venait de lui retirer sa colonne vertébrale. Le son qui est sorti de sa gorge était un grognement de désespoir. Ce n'était pas la peine de son fils qu'il voyait, ni ma souffrance. C'était la fin de son monde. La fin de la réputation impeccable des Ashford. La fin de tout ce pourquoi il avait travaillé. Maxence, lui, est resté immobile pendant un long moment, les yeux rivés sur l'écran. Puis, très lentement, il a tourné la tête vers moi. Pour la première fois depuis des jours, il m'a regardé. Et ce que j'ai vu dans ses yeux m'a brisé le cœur. Ce n'était pas seulement du remords. C'était une honte si profonde, si totale, qu'elle semblait le consumeur de l'intérieur. Il a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Il s'est levé, a fait un pas chancelant vers moi, puis s'est effondré à genoux sur le sol froid du commissariat. Il a enfoui son visage dans mes genoux, son corps entier secoué par des sanglots déchirants. « Apolline, pardonne-moi » a-t-il murmuré, sa voix étouffée par les larmes. « J'ai été si aveugle, si lâche. Je suis tellement désolé. » Il m'a avoué, entre 2 sanglots, qu'il avait passé la semaine à se torturer, à essayer de croire sa mère, parce que la vérité était tout simplement trop monstrueuse à envisager. Admettre qu'elle était capable d'un tel acte, c'était admettre que l'amour maternel qu'il avait toujours cru recevoir n'était qu'une forme de contrôle et de possession. C'était remettre en question toute son existence. La vidéo était limpide. La vérité avait éclaté. Mais ce que Béatrice allait faire ensuite pour tenter de s'en sortir dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. Restez avec moi pour découvrir la suite. Je me suis agenouillée à ses côtés, et je l'ai serré dans mes bras. Les larmes coulaient sur mes propres joues, des larmes de soulagement, de tristesse, de pardon. Il était revenu. Mon mari était revenu. Mais notre couple était en ruine. Nous avions la vérité, mais elle était amère. Et je savais que la route pour reconstruire sur ces décombres serait longue et douloureuse. Les mois qui ont précédé le procès ont été une épreuve d'endurance. Maxence avait emménagé de nouveau avec moi, mais notre appartement était hanté par le silence et les non-dits. Il était dévasté, rongé par la culpabilité et la honte. Il avait coupé tout contact avec son père, qui, de son côté, était obsédé par une seule chose, limiter les dégâts pour sa réputation. La procédure de divorce avec Béatrice était lancée. La famille Ashford, ce bastion de fierté, n'était plus qu'un champ de ruines. Le procès s'est ouvert en novembre, dans une atmosphère glaciale. La salle d'audience était un cirque médiatique. Béatrice, assistée d'un avocat ténor du barreau, a plaidé non coupable. Sa ligne de défense était aussi audacieuse que perverse. Oui, elle avait mis un comprimé dans une coupe, mais c'était la sienne. Elle prenait, soi-disant, un anxiolytique pour gérer le stress du mariage, et dans la confusion, elle se serait trompée de verre. J'étais, selon son avocat, une jeune femme opportuniste et vindicative qui avait saisi l'occasion pour créer un drame et détruire sa belle-mère. Mon passage à la barre a été un supplice. L'avocat de la défense m'a soumise à un contre-interrogatoire brutal. Il a disséqué chacun de mes gestes, chacune de mes paroles. Alors, Madame Ashford, vous avez vu votre belle-mère, une femme que vous n'appréciez guère, commettre une erreur, et au lieu de la prévenir, vous avez délibérément choisi de la laisser s'empoisonner? N'est-ce pas là une cruauté sans nom? Il a tenté de me faire passer pour le bourreau. Il a même utilisé les fausses rumeurs propagées par Amandine, produisant des témoignages écrits de parents d'élèves inquiets, pour dépeindre mon instabilité. J'ai tenu bon, répondant calmement, m'en tenant aux faits, mais à l'intérieur, je bouillais. Puis ce fut au tour d'Amandine de témoigner. Poussée par l'avocat, elle a raconté son histoire de ma dépression et de ma fragilité.
mais sous les questions incisives de la procureure, son récit s'est effondré. Elle s'est contredite, a admis qu'elle n'avait jamais été témoin de rien, qu'elle ne faisait que rapporter des inquiétudes. Son témoignage, censé me détruire, s'est retourné contre la défense, la faisant apparaître comme ce qu'elle était, une menteuse manipulée. Le moment le plus intense du procès a été le témoignage de Maxence. Quand il a été appelé à la barre, un silence de plomb s'est abattu sur la salle. Béatrice l'a fusillé du regard, un regard de mère trahie. Mais Maxence n'a pas flanché. D'une voix claire, il a prêté serment. Il n'a pas seulement corroboré mon récit. Il a fait face à son passé. Il a raconté son enfance, une enfance dorée en apparence, mais empoisonnée par le besoin de contrôle absolu de sa mère. Il a décrit comment elle avait méthodiquement écarté toutes les jeunes femmes qui l'avaient précédée, les jugeant insuffisantes, pas assez bien, pour son fils. Son témoignage était poignant, dévastateur. Ce n'était pas seulement un fils qui témoignait contre sa mère, c'était un homme qui brisait ses chaînes en public. Enfin, Béatrice a été appelée. Vêtue d'un tailleur crème, elle a joué à la perfection le rôle de la victime, de la mère aimant injustement accusée. Elle a pleuré, a parlé de son stress, de sa terrible erreur. Mais la procureure ne l'a pas lâchée. Elle l'a confrontée à la vidéo, aux incohérences de son histoire, au témoignage de Maxence. Alors, tout le monde ment ? La vidéo est truquée ? Votre propre fils, que vous prétendez aimer plus que tout, est un parjure ? Acculée, le visage déformé par la rage, Béatrice a perdu tout contrôle. Le masque de la dame patronnesse est tombé, révélant le monstre. Il était à moi, a-t-elle hurlé, en me pointant du doigt. Mon fils était à moi. Tout était parfait avant qu'elle n'arrive et ne me le vole. Elle a tout gâché. Le silence qui a suivi fut son jugement. Elle venait de livrer son mobile sur un plateau d'argent. La jalousie, la possession, la haine. Le jury n'a délibéré que quelques heures. Le verdict est tombé, sans surprise, coupable d'administration de substances nuisibles avec préméditation. 3 ans de prison ferme. Alors que les gardes l'emmenaient, j'ai vu Augustin, au fond de la salle, seul, en larmes. Cette victoire avait le goût des cendres. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays ? La condamnation de Béatrice aurait dû marquer la fin de notre calvaire. La justice avait été rendue, la vérité reconnue. Nous pensions pouvoir enfin commencer à respirer, à panser nos plaies. Mais nous avions sous-estimé la profondeur du venin de la famille Ashford. La chute de Béatrice a déclenché une réaction en chaîne, et une nouvelle menace, plus sournoise encore, a émergé des ombres. Hervé, obsédé par le sauvetage de sa réputation, a finalisé son divorce avec une rapidité glaciale. Il a vendu le domaine viticole, effaçant ainsi le lieu du crime et de son humiliation. Il s'est replié sur Paris, se coupant du reste de sa famille comme on ampute un membre gangrené. Pour lui, ses fils étaient désormais associés à un scandale qu'il voulait oublier. Il les a abandonnés. Le tribunal a ordonné à Béatrice de me verser 75 000 € de dommages et intérêts. Cet argent, je ne le voyais pas comme une victoire, mais comme le prix du sang, des larmes et des nuits sans sommeil. C'était le symbole de tout ce que nous avions perdu. C'est à ce moment-là que Philippe, le frère cadet de Béatrice, est entré en scène. C'était un homme aigri, d'une 50aine d'années, qui avait toujours vécu dans l'ombre de sa sœur aînée, la vénérant comme une déesse. Pour lui, j'étais l'incarnation du mal, la sorcière qui avait ensorcelé son neveu et jeté sa sainte sœur en prison. Il s'est donné pour mission de me faire payer. Sa vengeance n'a pas été physique, mais psychologique. Il a commencé une campagne de harcèlement systématique. Utilisant des profils anonymes, il a inondé les réseaux sociaux de publications haineuses à mon sujet, mélangeant des demi-vérités et des mensonges purs. Il a publié des photos de moi, a révélé le nom de mon ancienne école, a encouragé les gens à me demander des comptes. Puis, il a franchi une ligne rouge. Il a publié notre nouvelle adresse, que nous avions tenté de garder privée, sur un forum en ligne connu pour ses membres extrémistes. Les appels téléphoniques ont commencé, des voix anonymes me menaçant, m'insultant.
Un soir, nous avons retrouvé les pneus de notre voiture crevés. La peur s'est réinstallée dans notre quotidien. Je me sentais épié, traqué. La tranquillité que nous pensions avoir regagnée n'était qu'une illusion. Le point de non-retour a été atteint un après-midi. J'étais sorti faire quelques courses. En revenant vers ma voiture, je l'ai vu. Philippe. Il était de l'autre côté de la rue, simplement debout, à me fixer. Il n'a rien dit, n'a rien fait. Il était juste là, me regardant avec une haine pure. Sa présence était une menace silencieuse, un rappel constant que nous ne serions jamais en paix tant que nous resterions à leur portée. Ce soir-là, Maxence et moi avons pris une décision. Nous ne pouvions pas continuer à vivre comme ça, à regarder constamment par-dessus notre épaule. Nous avons déposé une nouvelle plainte contre Philippe et obtenu une ordonnance restrictive. Mais nous savions que ce n'était qu'un morceau de papier. La seule véritable solution était de disparaître. De quitter cette région, cette vie, et de recommencer ailleurs, loin de la sphère d'influence toxique de sa famille. Nous devions fuir pour survivre. Cette pensée était à la fois terrifiante, pour la première fois, porteuse d'un véritable espoir de libération. 2 ans se sont écoulés depuis le procès. 2 années durant lesquelles nous avons méticuleusement préparé notre fuite. La décision de quitter la Bourgogne, notre région natale, a été déchirante mais nécessaire. Nous avons utilisé les 75 000 € du dédommagement, non pas pour nous offrir du luxe, mais pour acheter notre liberté. C'est devenu le capital de départ de notre nouvelle vie. Nous avons choisi une petite ville côtière en Bretagne, un lieu où le vent marin semblait pouvoir balayer les fantômes du passé, un endroit où le nom d'Ashford ne signifiait rien. Vendre notre appartement, dire au revoir à nos amis, à ma famille, a été une série de déchirements. Mais chaque carton que nous remplissions était aussi un pas de plus vers la paix. Le jour de notre départ, en voyant la Bourgogne disparaître dans le rétroviseur, je n'ai pas ressenti de la tristesse, mais un immense soulagement. S'installer en Bretagne a été un nouveau départ, au sens le plus littéral du terme. Maxence a dû repartir de zéro, créant son propre cabinet d'architecte. Les premiers mois ont été difficiles, il travaillait jour et nuit pour se constituer une clientèle, pour prouver sa valeur loin du nom et des relations de son père. De mon côté, j'ai postulé dans une petite école primaire. Lors de l'entretien, j'ai dû faire face à la question inévitable sur mon « trou » de 2 ans dans mon CV. J'ai simplement répondu que nous avions traversé des « épreuves familiales difficiles ». La directrice, une femme à la fois douce et perspicace, n'a pas insisté. Elle m'a engagée sur la base de mes compétences, et pour cela, je lui serai éternellement reconnaissante. Mais la reconstruction la plus importante s'est faite à l'intérieur. Nous avons trouvé un excellent thérapeute de couple. Semaine après semaine, nous avons déballé nos bagages émotionnels. J'ai appris à gérer mes crises d'angoisse, cette peur irrationnelle qui me saisissait parfois dans une foule ou lors d'un repas de fête. Je parlais de mes cauchemars, de cette sensation persistante d'être observé. Maxence, quant à lui, a entrepris un travail de déconstruction de son passé. Il a confronté la culpabilité de ne pas m'avoir cru, la colère envers ses parents, et le chagrin d'une enfance volée. Il a appris à reconnaître les schémas de manipulation qu'il avait subis et à s'en affranchir. Notre couple, qui avait frôlé l'implosion, est ressorti de cette épreuve plus solide, plus authentique. 1 an après notre arrivée, le soleil a définitivement percé les nuages. Je suis tombée enceinte. La naissance de notre fils, Clément, a été une renaissance pour nous deux. Ce petit être, si innocent, si plein de vie, était la preuve que l'amour pouvait naître des cendres. Il était notre avenir, un avenir que nous allions construire selon nos propres règles, loin de la toxicité du passé. Augustin, le frère de Maxence, est devenu un pilier dans notre nouvelle vie. Ayant lui-même choisi de s'éloigner de ses parents, il a terminé ses études et a trouvé la force de suivre sa propre thérapie. Il venait nous voir régulièrement, et le lien entre les 2 frères, autrefois marqué par la peur et la distance, s'est transformé en une amitié profonde. Il était un oncle extraordinaire pour Clément, une présence familiale saine et aimante. Nous avions réussi. Nous avions bâti notre propre havre de paix, une forteresse protégée par l'océan et par l'amour que nous nous portions. Nous étions enfin heureux. Mais au fond de moi, une question subsistait, comme une dernière ombre tenace: pouvions-nous vraiment être en paix tant que je n'avais pas fait face à la source de tout ce mal ?
La question du pardon restait en suspens, non pas pour elle, mais pour moi. Le temps a continué sa course, tissant une nouvelle normalité pour nous. 12 années se sont écoulées depuis ce jour fatidique en Bourgogne. J'avais 40 ans. Notre famille s'était agrandie avec l'arrivée de Manon, une petite fille pleine de vie. Clément, à 8 ans, était un garçon sensible et joyeux. Notre vie en Bretagne était rythmée par les marées, les rentrées des classes et les fêtes d'anniversaire. Le drame de notre mariage était devenu une histoire lointaine, une cicatrice que l'on ne remarque plus que lorsqu'on y pense vraiment. Puis, un après-midi de printemps, alors que je faisais les courses avec les enfants, le passé m'a rattrapé au détour d'un rayon de supermarché. Elle était là. Béatrice. Elle choisissait des pommes, seule. Le temps l'avait changée. La femme puissante et glaciale avait laissé place à une personne âgée, voûtée, vêtue simplement. Son visage était marqué par des rides profondes, celles du chagrin et de la solitude. Nos regards se sont croisés par-dessus l'étal de fruits. La panique a été mon premier réflexe. J'ai instinctivement tiré Clément et Manon derrière moi, formant un bouclier avec mon corps. Elle a vu mon geste et une expression de douleur a traversé son visage. Elle a fait un pas hésitant, puis s'est arrêtée. « Apolline » a-t-elle murmuré, sa voix cassée par l'émotion. Je suis restée figée. Une partie de moi voulait fuir, prendre mes enfants et courir loin d'elle. Mais une autre partie savait que ce moment devait arriver. Elle a commencé à parler, d'une voix faible, entrecoupée de sanglots. Elle m'a dit qu'elle était sortie de prison depuis plusieurs années, qu'elle vivait seule dans un petit appartement. Elle m'a dit qu'elle était désolée. Pas des excuses superficielles, mais des mots qui semblaient venir du plus profond de son être brisé. Elle m'a raconté qu'elle faisait du bénévolat dans un refuge pour femmes victimes de violences conjugales. L'ironie est terrible, n'est-ce pas, a-t-elle dit avec un rire amer. Je passe mes journées à aider des femmes à fuir des manipulateurs, alors que j'ai été la pire de tous. Je l'ai écoutée sans l'interrompre. Et pour la première fois, je n'ai ressenti ni colère, ni haine. Juste une immense et profonde pitié. Cette femme n'était plus une menace. Elle était l'ombre d'elle-même, une âme en peine payant le prix de ses actes. Quand elle a fini, je l'ai regardée, et les mots sont venus naturellement. Je vous pardonne. Elle a relevé la tête, les yeux écarquillés par la surprise. J'ai continué, je ne le fais pas pour vous, Béatrice. Je le fais pour moi. La haine est un fardeau, et j'ai décidé de ne plus le porter. Vous ne pouvez plus me faire de mal. Ma vie est heureuse, ma famille est forte. En vous pardonnant, je me libère de la dernière chaîne qui me reliait à vous. Je lui ai clairement dit que ce pardon n'ouvrait aucune porte. Elle ne rencontrerait jamais ses petits-enfants. C'était la conséquence immuable de ses choix. Elle a hoché la tête, les larmes coulant sur son visage. Je sais. C'est juste. Merci, Apolline. Merci. Ce soir-là, en racontant cette rencontre à Maxence, j'ai senti un poids s'enlever de mes épaules, un poids que j'avais porté pendant 12 ans sans même m'en rendre compte. Nous étions enfin libres. Notre histoire est la preuve que même après la plus sombre des tempêtes, il est possible de reconstruire. Si vous, ou quelqu'un que vous aimez, êtes confronté à une dynamique familiale toxique, n'oubliez jamais que votre sécurité et votre paix intérieure sont primordiales. Parfois, le plus grand acte d'amour est de savoir s'éloigner. Si ce témoignage a résonné en vous, n'hésitez pas à liker la vidéo et à partager vos propres expériences dans les commentaires. Votre histoire compte. Béatrice a essayé d'empoisonner ma coupe de champagne pour détruire mon avenir. Mais elle a échoué. Car au final, c'est moi qui ai choisi les ingrédients de ma vie, et j'ai choisi le bonheur, la résilience et l'amour. Et c'est à cela, aujourd'hui, que je lève mon verre.